activités des syndicats étudiants à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et nomination d'un nouveau président d'université. Cette décision a été prise aujourd'hui au Conseil des ministres. Report du paiement des factures de la CIE du mois de juillet au 12 septembre prochain. Ces paiements s'effectueront sans pénalité. Nous vous proposerons un extrait de l'intervention du directeur général de la CIE dans ce journal. 8 élèves vont séjourner sur la Côte d'Azur en France. Ces élèves ont donné le meilleur de cette année scolaire. Leurs efforts sont récompensés par la Fondation Children of Africa. Et puis Recep Tayyip Erdogan instaure 3 mois d'état d'urgence en Turquie à la suite de la tentative de coup d'État montée la semaine dernière. Voilà, monsieur, bonsoir. Les activités des syndicats étudiants ont été suspendues à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à la suite de violences qui ont eu lieu hier entre policiers et étudiants. Et un nouveau président d'université a été nommé. Ces deux décisions concernant l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont été prises aujourd'hui même au Conseil des ministres. Le reportage de Viviane Haïma. Face à l'agitation estudiantine sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody depuis le début de cette semaine, le Conseil des ministres réuni ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État a décidé la suspension des activités des syndicats étudiants et la nomination, conformément au texte en vigueur depuis 2012, d'un nouveau président d'université. Le poste n'avait pas été pourvu depuis la nomination du professeur Bakayoko Liramata, précédemment président de l'université Félix Houphouët-Boigny, comme ministre de l'enseignement supérieur. Pour la sauvegarde de l'image de l'université, la crédibilité de notre système d'enseignement supérieur, la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des syndicats d'étudiants sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, la nomination d'un nouveau président de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce nouveau président est le professeur Abou Karamoko, professeur titulaire de philosophie. Troisièmement, c'est la nomination dans les prochains jours d'un nouveau directeur du Centre régional des œuvres universitaires, ce qui s'appelle le CROU. En outre, pour apporter une réponse aux doléances exprimées par les étudiants relatives à l'amélioration de leurs conditions d'études, le Conseil a dégagé une ligne budgétaire. Le chef de l'État a libéré certaines sommes, effectivement, certaines lignes budgétaires qui étaient affectées à d'autres usages pour être affectées prioritairement au traitement des questions liées à l'université. Faire en sorte que on ne vienne plus, dans quelques semaines, parler de problèmes académiques, de problèmes sociaux, de problèmes de primes, etc., que toutes ces questions soient résolues. L'État de Côte d'Ivoire, le chef de l'État en particulier, sont disposés à faire tout ce qui est possible pour nos universités, pour faire en sorte que nos étudiants puissent aller à l'école, puissent apprendre, parce que notre conviction est que c'est l'avenir du pays et que c'est notre intérêt à nous de faire en sorte qu'elles soient bien formées. Ce n'est pas une question de tranquillité aujourd'hui, mais c'est surtout une question d'avenir pour notre pays. Le Conseil a par ailleurs décidé le maintien des forces de l'ordre sur le campus pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Une mesure qui fait aussi l'objet de contestations de la part des étudiants, mais qui est nécessaire pour protéger les nombreux étudiants qui veulent passer leurs examens, comme l'explique la ministre de l'Enseignement supérieur. Dimanche, les étudiants de Sciences Éco voulaient faire les examens. Et nous avons donc demandé que les forces de sécurité soient. Il y a des étudiants qui sont rentrés par la fenêtre pour déchirer des copies. Est-ce que c'est le comportement d'étudiants? Donc, je pense que c'est ces comportements qui ont amené le gouvernement à prendre des mesures, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent aller à l'école, qui veulent composer. Ils nous l'ont dit. Je reçois tout le temps des SMS, même à 2 h du matin. Madame, nous voulons aller à l'école. Faites quelque chose. Quelles raisons sont avancées pour expliquer cette agitation estudiantine? Est-ce le projet annoncé de déloger les étudiants sur le campus en raison des Jeux de la francophonie? Le gouvernement a annulé cette décision depuis 1 mois, fait savoir la ministre Bakayoko Liramata. Il y a eu beaucoup de discussions avec les étudiants. On a compris que les étudiants ne souhaitaient pas être
déloger. Et le gouvernement a pris la décision de ne pas déloger les étudiants. Le gouvernement est à l'écoute des étudiants. Ça, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je vous le dis très sincèrement, nous sommes écoutés. Donc, il faut que les étudiants nous aident. C'est ensemble que nous devons tout faire pour obtenir encore plus. Mais nous obtenons vraiment beaucoup de choses parce que nous ne sommes pas les seuls, mais nous obtenons quand même tout la majorité de ce que nous demandons et les choses avancent. Et les partenaires veulent nous aider aussi parce que le gouvernement ne peut pas tout, mais ce n'est pas dans un climat de violence que nous allons être aidés. Outre les problèmes de l'université, le Conseil des ministres a abordé la question de la salubrité urbaine et l'amélioration du cadre de vie des Abidjanais. À cet effet sera organisée du 1er au 6 août 2016 la première édition de la Semaine nationale de la propreté qui verra l'organisation d'un concours du quartier le plus propre avec récompense des lauréats. Une ville propre et assainie, c'est l'affaire de tous. Tel est le thème de cette première édition. Le porte-parole du gouvernement a invité les populations ivoiriennes à s'inspirer de l'exemple du Rwanda, pays africain dont la capitale Kigali est aujourd'hui un modèle de propreté applaudi dans le monde entier. Les affrontements policiers et étudiants ont fait de nombreux dégâts matériels à l'université Félix Houphouët-Boigny. Le RHDP se prononce sur ces manifestations. Écoutons le porte-parole du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il faut relever et dénoncer avec fermeté que ces actes de vandalisme d'une autre époque, commis par la FESI le lundi 18 juillet dernier, ne résultent pas d'une action isolée. Ils s'inscrivent dans une stratégie bien orchestrée par des mains occultes peu courageuses et aux objectifs inavoués. Face à cette situation, le RHDP fait remarquer que le droit à l'éducation est prescrit par la loi fondamentale de notre pays. Par conséquent, nul ne saurait empêcher un citoyen d'accéder à cette valeur universelle qu'est l'école. Par ailleurs, le RHDP réaffirme que l'exercice du droit de manifester ne saurait s'exercer au détriment de la protection des biens publics et privés. Le RHDP demande au gouvernement que des enquêtes soient diligentées en vue de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs des violences extrêmes ayant entraîné de graves perturbations des activités académiques et socio-éducatives sur le campus de Cocody et de nombreuses destructions de biens publics et privés. Le RHDP exhorte le gouvernement à toujours œuvrer pour offrir aux étudiants un cadre propice à leur épanouissement. Le RHDP invite les vrais étudiants à reprendre le chemin de l'école et à éviter de tomber dans les travers de ceux qui veulent les utiliser à d'autres fins. La hausse du coût de l'électricité aussi au cœur de l'actualité. Le directeur général de la CIE était ce soir même sur le plateau du 20h après des manifestations à Daloa et Tiasalé. Il a expliqué que le paiement des factures du mois de juillet est reporté au 12 septembre sans pénalité. Écoutons un extrait de son intervention. La compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, a procédé à la distribution des factures correspondant aux consommations de mars et avril 2016 en juin 2016, avec pour date limite de paiement les 12 et 14 juillet 2016, et les factures correspondant aux consommations de mai et juin en juillet 2016, avec pour date limite de paiement les 9 et 11 août 2016. La proximité de ces deux émissions de factures a donné l'impression d'une double facturation dans un même mois. La CIE, en concertation avec l'Agence nationale de régulation du secteur de l'électricité, ANARE, et les associations des consommateurs,
a décidé de reporter d'1 mois la date limite de paiement des factures de juillet 2016. Ainsi, la date limite de paiement des factures de juillet au titre des consommations de mai et juin 2016 est fixée au 12 septembre 2016. En conséquence, aucune pénalité ne sera appliquée à ces factures jusqu'au 12 septembre 2016. Par ailleurs, toute anomalie éventuelle constatée sur les factures devra être portée à la connaissance de la CIE. Le travail de 8 élèves a été récompensé par la Fondation Children of Africa. Ces élèves ont obtenu de bons résultats scolaires avec une moyenne de 16. C'est sur la Côte d'Azur, en France, qu'ils vont passer leurs vacances. Ces apprenants ont été reçus par la première dame Dominique Ouattara. Mahama Traoré, Abiba Dambélé Saoui. Pour avoir obtenu une moyenne annuelle supérieure à 16 sur 20, ces 8 enfants bénéficieront pour la première fois de vacances tout frais payées dans le sud de la France. Un cadeau que leur offre la Fondation Children of Africa en partenariat avec l'association Cité Club Universitaire de France. Ce séjour à Cap d'Aille, au Centre méditerranéen d'études françaises, va permettre à ces 8 jeunes filles et jeunes gens de perfectionner leur français, mais aussi leur anglais, de découvrir un patrimoine culturel local et national par la visite de musées ou de sites bien spécifiques. Une telle récompense, les parents des élèves bénéficiaires n'espéraient pas pouvoir l'offrir à leurs enfants. D'où toute leur reconnaissance à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est vraiment très, très gentil de sa part parce que c'est un honneur qui est fait aux parents. Hein. Et nous encourageons les parents à motiver les enfants à se mettre au travail. J'ai envie de devenir un enfant comme elle, un tout petit pour reprendre les études et puis m'efforcer à l'enfance aussi comme elle. Parce que nous, à notre temps, il n'y avait pas ce cadeau. Et aujourd'hui, avec Mme Ouattara, nous voyons qu'elle est venue pour booster l'école ivoirienne. C'est la deuxième année de suite que la Fondation Children of Africa offre une telle opportunité ludique aux meilleurs élèves ivoiriens. Au-delà du loisir, cette initiative vise à promouvoir davantage l'excellence au sein de l'école ivoirienne, selon la ministre de l'Éducation nationale. Madame la Première Dame, après avoir favorisé leur inscription, quoi de plus normal donc que vous veniez en mère de famille avisée et attentionnée, féliciter et récompenser ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et en même temps inciter ceux qui ont moins bien travaillé à redoubler d'efforts pour l'année prochaine. Promotion de l'excellence, mais aussi de l'éducation, dira la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour justifier cette action de sa fondation. À chaque rentrée des classes, la Fondation équipe des écoles et distribue des kits scolaires aux enfants à travers le pays dans le but d'aider à la scolarisation des plus démunis. En fin d'année, Children of Africa récompense aussi les meilleurs élèves pour les féliciter et les encourager à poursuivre leurs efforts. Vous avez grandement mérité ce voyage en France. J'espère que vous tirerez le meilleur de ce magnifique séjour et qu'il vous permettra d'approfondir vos connaissances et de vous construire des souvenirs inoubliables. Ce séjour, tout frais payé en France, est prévu du 22 juillet au 13 août prochain, soit 3 semaines de congé. Dans l'actualité aussi, lancement des travaux de renforcement du système d'alimentation en eau potable. La cérémonie s'est déroulée à Tafiré dans la région du Hambol. Ces travaux vont mettre fin à plus d'une décennie de déficit en eau potable dans la zone. Coût des travaux, plus de 8 milliards de francs CFA. L'ouverture des vannes est prévue pour le mois de mars. Kader Sogodo. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, avec à ses côtés le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République et les ministres Patrick Hachi et Jean-Louis Billon accueillis dans l'effervescence à Tafiri. Venus de toute la région, ces populations n'ont pas voulu se faire compter ce jour nouveau qui se lève pour elles. Après plus d'une décennie de difficultés d'accès à l'eau potable, le bout du tunnel se dresse à l'horizon. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, peut, mieux que quiconque, présenter le tableau. La particularité de Tafiré, c'est que c'est la ville pour laquelle le déficit est le plus élevé de toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le déficit dans cette ville est de 95%. L'eau de la ville proviendra donc du fleuve
Et cette eau-là, plus aucune coupure ne surviendra liée à une absence de ressources en eau dans la ville. Cet important projet qui va coûter plus de 8,532 milliards de francs CFA voit encore les bailleurs de fonds renouveler leur confiance à la Côte d'Ivoire. Ils vont supporter 73,9% du budget. La production d'eau potable à Taféré va passer de 72 mètres cubes par jour à 1372 mètres cubes par jour le 30 mars 2017, date de l'ouverture des vannes. Dès lors, marquer sa reconnaissance pour autant d'efforts devient un devoir pour les populations. Nous avions soif, soif de parole, mais aussi soif d'eau. Mais à la vue de ce parterre de personnalités qui vous entourent, vous pouvez voir que les sourires sont radieux. Votre présence nous redonne tout simplement goût à la vie. Prenant la parole, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, tout en remerciant les populations, a renouvelé l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, de rendre l'eau accessible à tous. Face à ces difficultés et sur les hautes instructions du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver des solutions appropriées. Dans quelques mois, l'eau viendra à vous, dans vos robinets, sans que vous ayez à faire de longues distances, comme c'est le cas maintenant. Les travaux lancés, une bonne nouvelle ne venant pas seule, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a annoncé le début pour très bientôt des travaux de réhabilitation de l'axe Bouaké-Kanaolo-Fekese-Dougou. Des travaux qui coûteront plus de 80 milliards de francs CFA. La 21e conférence internationale sur le sida se déroule en ce moment en Afrique du Sud. Chercheurs, activistes et personnes vivant avec le VIH participent à cette rencontre. Ils ont évoqué l'accès à l'égalité des droits maintenant. La Côte d'Ivoire est aussi présente à ce rendez-vous de la santé. Kadi Fadiga est à Durban. Se retrouver en Afrique du Sud, précisément 16 ans après dans la même ville de Durban, pour faire le point de la situation du VIH-Sida dans le monde. C'est tout l'enjeu de la 21e conférence internationale sur le sida. Chercheurs, firmes pharmaceutiques, personnes vivant avec le VIH et activistes sont donc présents à ce rendez-vous d'échange qui est un véritable temps fort de mobilisation collective, de laboratoire d'idées et d'initiatives. C'est une tribune inédite offerte aux personnes séropositives qui continuent d'être confrontées partout dans le monde aux inégalités d'accès aux soins, à la privation de droits élémentaires et à la stigmatisation. Durban, 16 ans après, tout un symbole avec cette thématique, l'accès à l'égalité des droits maintenant. La Côte d'Ivoire est aussi là pour faire entendre sa voix. Et nous sommes là pour montrer que la Côte d'Ivoire est vraiment engagée dans la lutte. Si on veut éliminer le VIH-Sida dans nos pays, il faut travailler à tous les niveaux. Il faut travailler au niveau même des jeunes, c'est-à-dire les scolarisés, les élèves qui sont au primaire. Vous savez que les enfants découvrent au fur et à mesure la sexualité. Il faut donc commencer très tôt. Dès l'âge de 13 ans déjà, nous avons malheureusement des filles qui sont enceintes. Donc il faut que la sensibilisation commence très tôt pour avoir de bons résultats. Des progrès enregistrés un peu partout dans le monde, mais des progrès qui ne doivent pas pour autant cacher une autre réalité, celle d'une épidémie qui continue de progresser. 38 millions de personnes touchées et qui continue de tuer. Plus d'1 million de morts en 2 ans. Mais l'espoir est permis. Si on veut vraiment mettre fin à l'épidémie, il nous faut atteindre ces 20 millions de personnes qui n'ont pas accès au traitement. Qu'il faut faire en sorte que 1 600 000 enfants aient accès au traitement. Grâce au traitement antirétroviral, les personnes vivant avec le VIH se portent mieux. Le projet dénommé Prodige pour le développement de l'entrepreneuriat pour les jeunes en Côte d'Ivoire vient d'obtenir un financement de plus de 473 millions de francs CFA de la BAD. Ce projet concerne les jeunes des zones urbaines et rurales d'Abidjan, de Bouaké, de San Pedro et de Korogo. Il a été initié par la CGC, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Le reportage de Justine Saïdike. Un coup d'accélérateur à la lutte contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire avec le projet Prodige, projet d'incubateur pour jeunes entrepreneurs financé par la BAD, Banque africaine de développement à hauteur de 473 500 000 francs CFA. Si on prend 400 jeunes, nous estimons que nous allons arriver à peu près à 150 jeunes que nous allons pouvoir lancer de façon à ce qu'ils puissent
réussir leur projet, disons, ou leur entreprise au moment où ils se mettront en place. Alors ceci veut dire que c'est un projet qui va aider véritablement à la résorption d'une partie du chômage. Ce projet pilote de développement de l'entrepreneuriat pour les jeunes des zones urbaines et rurales d'Abidjan, Bouaké, San Pedro et Korogo, mis en œuvre par la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, et l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, a pour but d'encourager, d'identifier, de financer et d'accompagner des projets de création d'entreprises de 200 entrepreneurs, dont 30% de femmes âgées de 16 à 35 ans, sélectionnées sur la base de leur capacité à générer des revenus, leur impact sur la réduction des disparités régionales et sociales, leur durabilité et leur capacité à générer de l'emploi durable. Coût des projets, 500 000 à 25 millions de francs CFA, secteurs concernés, industrie, TIC, BTP, agroalimentaire et distribution. Depuis pratiquement 3 ans que j'essaie d'entreprendre, j'ai eu le temps de mûrir des projets et voilà une belle occasion de prouver que des jeunes Ivoiriens sont capables de compétir déjà entre eux et de sortir des projets originaux qui vont être accompagnés. Rappelons que seulement 17,8% des jeunes diplômés sont intéressés par l'entrepreneuriat. Pourtant, le secteur public et privé étant convoité pour un emploi salarié ne représente que 8% du total de l'emploi en Côte d'Ivoire. Reprise du procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo devant la cour d'assises d'Abidjan. Un témoin, Moïse Métromèche, affirme avoir participé à faire disparaître le corps du journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer et Jean-Yves Lamban. Sachez que Simone Gbagbo est accusée de crimes contre l'humanité dans la crise post-électorale de 2010-2011. Gabriel Zani était à la cour d'assises d'Abidjan. Maître Moïse, alias Commandant H, est le témoin à charge contre Simone Gbagbo dans l'affaire l'accusant pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Depuis hier, mardi, à la reprise du procès, le témoin fait de grandes révélations sur ses implications dans plusieurs affaires, notamment les disparitions de Guy-André Kiefer, Jean-Yves Lamblin, son appartenance et son rôle dans le GPP, Groupement Patriotique pour la Paix, et les escadrons de la mort. Mais les avocats de la défense ont tenté de démonter le témoin. Le procès de Simone Gbagbo reprend après 2 semaines d'interruption pour cause de repos médical. L'ex-première dame avait été hospitalisée en raison des malaises. Simone Gbagbo est de retour devant la cour d'assises d'Abidjan où elle est jugée pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour son implication dans la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Le procès se poursuit le jeudi 21 juillet. La Cour pénale internationale a 18 ans, mais quel bilan peut-on dresser après près de 2 décennies d'existence? Sidonie Davila nous fait l'écho du bilan fait par la coalition pour la CPI. 17 juillet 1998, 17 juillet 2016, il y a 18 ans, un nouvel outil juridique constituant un pas en avant dans la lutte contre l'impunité naissait, la CPI, Cour pénale internationale. Selon le rapport de la coalition pour la CPI, CICPI, depuis sa création à ce jour, la Cour a ouvert une procédure d'enquête dans 7 cas, tous en Afrique, dont la Côte d'Ivoire. La Cour a mis en accusation 16 personnes, dont 7 sont en fuite, 2 sont décédées ou supposées telles, 4 sont en détention et 3 se sont présentés volontairement devant la Cour. Des actions appréciées par diverses organisations dont la coalition pour la CPI, membre de la coalition mondiale. La CICPI se félicite tout d'abord des récents acquis de la justice internationale. La CICPI encourage la Cour à poursuivre ses actions, surtout en s'évertuant à être la plus indépendante et impartiale possible. Notant quelques points de faiblesse de la CPI, la coalition pour la CPI s'est également prononcée sur le souhait de certains États africains de se retirer de la CPI, sujet abordé lors du 27e sommet de l'UA, l'Union africaine, à Kigali. La CICPI appelle instamment les États africains à ne pas se retirer de la CPI. Certes, la CPI, dans son fonctionnement actuel, est à parfaire. Mais c'est ensemble
que les États peuvent l'améliorer. La coalition pour la CPI-CICPI suit de près le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et son leader de jeunesse, Charles Blé Goudé. Un procès qui oppose les deux accusés à la procureure générale, Fatou Bensouda. La 10e promotion de médecins élèves officiers et la 46e promotion d'élèves officiers d'archives feront leur sortie de l'école des forces armées de Zambakro de Yamoussoukro le 22 juillet prochain. Avant cette date, le chef d'état-major général des FRC a effectué une visite dans cette école, une visite suivie d'une conférence sur le leadership au profit des cadres, des officiers stagiaires et des élèves officiers. Abou Sanogo. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumeïla Bakayoko, à l'école des forces armées de Zambakro pour s'imprégner du renforcement des capacités de l'école dans le domaine de la formation et des infrastructures. Ce, à quelques jours de la double cérémonie de baptême de promotion et de remise d'épaulettes à la 10e promotion de médecins élèves officiers et la 46e promotion d'élèves officiers d'actifs. Le général de corps d'armée Soumeïla Bakayoko a passé en revue les salles d'informatique, de gymnastique, de cours, les services de transmission, avant de terminer par l'inauguration d'une stèle qui porte son nom sur une place de l'école des forces armées de Zambakro. Puis le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a tenu une conférence au profit des cadres, des officiers stagiaires, des élèves officiers sur le leadership militaire qui requiert la connaissance des hommes, l'éducation, le contrôle, autant de valeurs qui en constituent les piliers pour mener à bien un commandement. Nous avons mis l'accent sur tout ce qui est qualité personnelle à développer chez l'officier pour être ce chef militaire dont on a besoin, surtout au moment des crises, puisque ce n'est pas facile de conduire les hommes, cela s'apprend. Une séance de travail avec l'encadrement de l'école a mis fin à la visite de travail du général de corps d'armée Soumeïla Bakayoko à l'école des forces armées de Zambakro, qui dans les prochains jours verra sortir en son sein la 10e promotion de médecins élèves officiers et la 46e promotion d'élèves officiers d'actifs qui recevront leurs épaulettes d'officiers. Sachez que le prochain congrès de l'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, est prévu les 4 et 5 août prochains à la Maison de la Presse d'Abidjan. Difficile d'évacuer les eaux de ruissellement dans la capitale des montagnes. La situation est encore plus difficile pour les résidents du quartier Thérèse de Mans, car c'est de Mans qu'il s'agit. À la saison des pluies, le même décor s'offre à eux. Maisons inondées, rues impraticables. Ève Boué rapporte les difficultés vécues par les Manois lors de la saison des pluies. Mois de juillet à Mans égale grande saison des pluies. Et cette nuit, il est 23 heures passées. Il pleut des cordes sur la cité des 18 montagnes. Peu de temps après, quelque part au quartier Thérèse, il est minuit passé. La pluie a baissé d'intensité. Mais pas de sommeil pour Fondio, un résident de ce quartier. Depuis le début de la pluie, il est affairé. Quand il pleut comme ça, on ne dort pas la nuit. S'il pleut soit à 20 h, jusqu'au petit matin, nous sommes encore au dehors. Et si on ne bouge pas le tuyau là, l'eau rentre. Nous laissons Fondio encore aux prises avec l'eau et notre chemin croise celui d'Émile, un opérateur économique qui rentre du boulot. Il a de sérieux soucis pour accéder à l'entrée de sa demeure envahie par les eaux de ruissellement. Le lendemain matin, après une petite pluie, nous retournons au quartier Thérèse. Les rues sont complètement inondées. Nous sommes obligés de mettre les pieds dans l'eau pour aller à la rencontre des résidents, parmi lesquels nous retrouvons notre ami Dieu Fondio, toujours aux prises avec l'eau. Et oui, les habitants de ce quartier sont exaspérés par ce désagrément qui perdure au fil des saisons pluvieuses. On ne sait pas comment on va faire pour quitter dans l'eau. Il y a longtemps, même où je suis arrêtée là, en bas de mon pied, là, tout est devenu plein à cause de l'eau. L'eau rentre. D'abord, ça déborde au dehors, ça dépasse l'escalier, ça rentre sur nous. De là, ça rentre dans la maison. On a oublié de prendre les bébés, mettre au dos, puis monter sur les tables. Beaucoup de locataires et de propriétaires ont fini par céder la place à l'eau qui semble avoir gagné la bataille. Caniveau complètement chaos, maisons abandonnées, effets personnes abîmées et parfois des drames selon des témoignages des riverains. Une année même, une petite fille à l'âge de 8 ans, l'eau a pris dans le caniveau. C'est à 16 h on a trouvé son corps depuis matin bonheur. Une situation que tentent d'expliquer les services techniques de la mairie de Mans. Les ouvrages de drainage sont vétustes. Et cela est lié à la voirie qui est vraiment dégradée.
Et quand il pleut, réellement, l'eau charrie tout ce qui est gravat, l'eau charrie tout ce qui est sable. Et quartier 13 est un quartier qui est construit vraiment dans le bas-fond. Et ce quartier se présente un peu comme l'exutoire. Ajoutez à cela le manque de civisme de la population riveraine. Des constructions sont érigées sur le principal canal d'évacuation et c'est un dépotoir à ciel ouvert pour commerçants et riverains. Les services techniques débordés tentent tant bien que mal de venir à bout. Ils sollicitent l'aide de l'Office national d'assainissement et de drainage ONAD. En attendant donc les travaux d'écoute de l'ONAD, les résidents quant à eux vont de diverses manières pour contrer les eaux de ruissellement. On érige des barricades de fortune, on se transforme parfois en architecte en supprimant des portes ou fenêtres ou en élevant des petits murs. Un calme précaire régnait aujourd'hui à Nampala, dans le centre du Mali, après une nuit tendue à la suite d'une attaque du camp militaire de la ville qui a fait 17 soldats tués hier, selon un bilan officiel. Mardi, vers 5h30, heure locale et GMT, des hommes armés ont attaqué le camp, le deuxième plus important de la région après celui de Ségou, la capitale régionale. Ils l'ont contrôlé pendant plusieurs heures, d'après divers témoignages. L'attaque a été revendiquée par deux groupes armés, l'un Peul et l'autre djihadiste. Nouvelle opération meurtrière contre l'armée malienne. Hier mardi, dans la ville de Nampala, au centre du Mali, une caserne de l'armée a été attaquée. Bilan, 17 morts et 35 blessés parmi les forces maliennes. Pour faire face à la situation, le président Ibrahim Boubacar Keïta a réuni plusieurs ministres lors d'un conseil de sécurité restreint. Il promet une réponse rapide et une enquête. Selon les premières informations, quelques dizaines d'assaillants lourdement armés à bord de véhicules ont tiré sur le camp avant d'en prendre le contrôle. Rapidement, une autre équipe attaque les postes de sécurité qui sont autour du camp principal. Déjà 3 jours avant les faits, des mouvements suspects avaient été signalés dans le secteur de Nampala. Notons que l'attaque a été revendiquée par deux groupes, la brigade Massina d'Ansardine et l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice. Sachez que 3 militaires français ont été tués en service commandé en Libye. Ces sous-officiers sont membres du service action de la Direction générale de la sécurité extérieure DGSE, selon une source française haut placée. La France mène des opérations périlleuses de renseignement en Libye, des opérations dont ne parlait pas la France. Et puis le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce soir l'instauration de l'état d'urgence pour 3 mois en Turquie. Une fois entré en vigueur, l'état d'urgence permettra à l'exécutif turc de prendre de nouvelles lois sans passer par le Parlement et de limiter ou suspendre certains droits et certaines libertés s'il le juge nécessaire. C'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.